débutons aujourd'hui les auditions de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Et l'objet de cette commission d'enquête, c'est évidemment de proposer des outils, de réfléchir à des outils législatifs et de montrer que le Parlement est aussi en lien et à l'écoute de cette demande sociale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des grands débats consacré à TikTok et à ses effets psychologiques sur les mineurs. TikTok contrôle-t-il l'âge de ses utilisateurs? Faut-il interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Comment lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux et surtout comment protéger la santé mentale des jeunes? C'est pour répondre à toutes ces questions que la commission d'enquête va interroger des médecins, des influenceurs, des représentants de TikTok en France, mais aussi des parents. Des parents en colère face à ce réseau social accusé de pousser au suicide, des parents désespérés, brisés pour certains, après la perte de leur enfant. Alors nous allons consacrer la table ronde de cet après-midi pour recueillir le témoignage de familles victimes de l'algorithme de TikTok. Et notamment, je tiens à remercier Maître Boutron-Marmion pour avoir accepté de venir avec un certain nombre de familles du collectif Algos Victima et d'autres familles témoigner auprès de la représentation nationale cet après-midi. Notre sujet, c'est de chercher les manières de faire évoluer notamment le droit, de faire évoluer aussi la capacité d'action des pouvoirs publics et plus largement de sensibiliser la société à ces dangers qui peuvent être présents sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'avoir le courage de reconnaître que les réseaux sociaux tels qu'ils sont conçus aujourd'hui tuent nos jeunes. Plutôt que de les unir, ils les isolent. Plutôt que de les faire grandir, ils les abîment irrémédiablement. Je vis dans un monde où des parents se lèvent 4 fois par nuit pour vérifier que leur progéniture respire toujours dans leur chambre. Je vis dans un monde où les parents mettent sous clé tous leurs médicaments et les comptent à la pilule près. Je vis dans un monde où des parents doivent retirer le corps sans vie de leur enfant, suspendu à la porte d'armoire de chambre ou de salle de bain. Je vis dans un monde où des parents doivent enterrer leur enfant de 12 ans qui a choisi, à cause de l'algorithme TikTok et des réseaux sociaux, de ne plus aimer la vie à l'âge où il ne la connaît pas encore. Marie, t'es une jeune fille solaire, pleine de vie, qui aimait chanter, danser, s'amuser, profiter de la vie, avec une personnalité imposante. Arrivée vers ses 13-14 ans, elle a subi du harcèlement scolaire. Du harcèlement scolaire qui était traité par le collège. Avec une évolution au niveau de son corps, des attributs féminins. Donc c'était compliqué pour elle, mais c'était géré. Et du coup, Marie se sentait épaulée. Arrivée en seconde, Marie est tombée sur des harceleurs avérés qui avaient déjà harcelé pas mal de personnes. Et ils se sont attaqués à Marie. Elle nous en a beaucoup parlé et on a fait notre maximum. Et en fait, c'était un ressenti. En fait, Marie n'est pas retournée à l'école. Ils ne l'ont pas reprise. Elle a demandé un entretien avec la directrice. Ils ne l'ont pas reprise. Et ils ont repris les harceleurs. Pour elle, c'était monstrueux. C'était un échec. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était mise de côté. Et j'ai envie de vous dire que pour elle, c'était comme un abandon du monde des adultes qui ne la soutenait pas. À côté de ça, c'était la période du confinement, elle a pu accéder aux réseaux sociaux. Et je tiens à vous dire et à préciser qu'il y a 4 ans, en fait, je ne me doutais absolument pas. Je crois qu'il y a un grand nombre de personnes, il y a 4 ans, qui ne se doutaient absolument pas de ce que pouvait contenir comme genre de contenu TikTok. Et en fait, c'est au départ de Marie, quand j'ai réussi à pouvoir accéder à son téléphone, dans le sens où c'était trop dur pour moi avant, là, j'ai vu les contenus que ma fille regardait. Et des contenus mortifères, des façons de se scarifier, de lui montrer comment faire un nœud pour se pendre, des chansons qui prônent le suicide comme une libération. En fait, suicide-toi, tu iras beaucoup mieux derrière.
Et en même temps, cet enfermement dans cette espèce de communauté dépressive pour une enfant reconnue par un test neuropsy, le WIX, hypersensible et empathique. Donc du coup, en fait, en plus de ces problèmes à elle à gérer de harcèlement et de contenu qu'elle peut voir sur les réseaux, en même temps, elle prend sur elle la charge de cette communauté en souffrance. Et c'est là que je trouve que l'algorithme et que TikTok a vraiment sa part de responsabilité dans le mal-être de ma fille. Pourquoi ? Parce que cette puissance de l'algorithme qui est déjà définie dès le départ par la bulle de filtre. La bulle de filtre, c'est une personnification, en fait, une personnalisation supposée de ce que des centres d'intérêt de l'enfant. Donc déjà, c'est une façon de s'immiscer dans la vie privée. Parce qu'on va aller chercher en fait des contenus pour pouvoir envoyer à l'enfant dans son fil d'actualité tous les contenus qui pourraient l'attirer, et à partir de là, on l'accroche. Ma fille était harcelée sur son poids. La seule chose qu'elle a été chercher, parce qu'elle me l'a dit, c'est sur TikTok, enfin, entre autres, parce qu'on en avait parlé, c'était les problèmes de troubles alimentaires. Mais trouble alimentaire ne veut pas dire problème de santé mentale. Pourquoi, au cas où, si Marie est en surpoids, ne pas lui proposer des contenus positifs, comme un programme sportif ou un régime alimentaire, aller voir ses amis? Mais à côté de ça, la seule chose qu'on a proposée à ma fille, c'est clairement le suicide, l'automutilation avec la scarification, ou alors se libérer de tout son poids en partant. Je me suis rendu compte sur le contrôle parental de Apple que elle a trouvé, et c'est écrit sur YouTube ou sur TikTok, comment en fait faire sauter le contrôle parental. Et ça s'appelle Screen Time Unlock. Donc en fait, comment vous dire que même si on voulait les protéger, on ne peut pas. Ce que je souhaiterais, c'est une espèce de coalition, un travail en synergie entre les pouvoirs publics, les plateformes, les opérateurs, les parents, ainsi que les constructeurs de téléphones, pour qu'on soit tous ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une protection de nos enfants. Et mon souhait le plus cher serait, quelque part, notre souhait, je pense, le plus cher, serait que les réseaux soient interdits jusqu'à l'âge de 16 ans. La parole est désormais à Delphine et Jérémy, les parents de Charlize. Pendant cette année de 5e, en fait, on a commencé, ses résultats scolaires ont baissé, elle faisait des crises d'angoisse, elle ne voulait plus aller à l'école. Elle a développé une phobie scolaire, elle a commencé à tomber dans l'anorexie et à se scarifier. C'est notre psychologue qui nous a avertis pour les scarifications. Donc, du coup, elle nous a conseillé de faire un rendez-vous avec des psychiatres pour son suivi de l'anorexie. On pensait qu'avec l'été, ça allait tout se remettre en place. À son entrée en 4e, elle retombe avec sa copine dans la même classe. Les professeurs voient très bien qu'elle ne va plus, puisqu'ils nous en parlent. Et son état se dégrade énormément. Et jusqu'à faire sa première tentative de suicide en janvier qui a suivi. Son état n'a fait qu'empirer. Elle s'est réfugiée de plus en plus sur les téléphones. Sur son téléphone qu'elle a eu tardivement aussi, sur lequel on avait mis un contrôle parental. Mais étant donné, à l'école, tout se fait sur le téléphone. Il y a le NT, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres collèges. Bref, pour le suivi des devoirs sur le téléphone, il y a certains quand même des tablettes, et il y a des groupes de classe aussi. Donc en fait, son téléphone, fallait toujours qu'elle ait avec elle. Donc on a dû faire sauter quelques contrôles parce qu'on contrôlait en fait les applications qu'elle voulait télécharger. Et c'est en communiquant avec ses copines en fait qu'elle a commencé à vouloir TikTok du coup. Nous on savait pas en fait ce que c'était, on pensait que c'était juste un moyen de se divertir, puisque souvent, malgré qu'elle soit mal, on la voyait souvent sur son téléphone en train de sourire. Donc on s'est dit, bon, c'est comme un refuge en fait. Elle trouve des choses rigolotes pour la changer un peu de ses idées noires. Et
Son état ne faisait toujours qu'empirer. Elle a fait encore 3 autres tentatives de suicide jusqu'à celle qui a été fatale. Et c'est lors de la réunion le lendemain de sa mort avec les copains, ses meilleures copines et les parents, qu'on nous a annoncé en fait qu'elle avait republié la veille un post qui montrait une jeune fille toute souriante avec des mots écrits qui disaient la nuit porte conseil, moi m'a conseillé de prendre un tabouret et une corde. Son téléphone a été pris du coup par la police pour l'enquête. Et c'est par l'intermédiaire du coup de ses copines et des parents de ses copines qui avaient pris des captures d'écran de ce qu'elle repostait et qui nous les ont envoyées. Et là, voilà, que dire, c'était des contenus où on lui proposait pour se faire du mal sans que ça se voie de se prendre des douches bouillantes. La limitation de l'âge n'enlève en aucun cas la responsabilité du contenu qu'il propose. Parce que ce genre de contenu, qu'on soit mineur ou majeur, on n'a pas à le voir, on n'a pas à le subir. Donc c'est eux qui hébergent ça, c'est eux qui autorisent ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. La parole est à Christina, la mère d'Emma. Notre fille Emma est partie en 4 mois. La violence qu'il y a à l'école, elle a toujours existé. On sait très bien que les adolescents, les enfants sont cruels. On a tous entendu « t'es grosse », etc., ce que Emma a entendu. Ce que la grosse différence aujourd'hui, c'est que, c'est relayé par les réseaux sociaux. C'est l'utilisation que TikTok fait de ce spleen et de ce mal-être qui existe. Tous nos enfants qui sont partis n'étaient pas malades. Par contre, ils ont traversé des difficultés à l'école, ils ont parfois été isolés. Encore une fois, ça nous est tous arrivé. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont accès à des contenus qui les confortent et qui les entraînent plus loin. Et effectivement, ces algorithmes qu'ils mettent en place imposent à nos enfants des choses qu'ils ne devraient pas voir. Est-ce normal de trouver des tutos pour se suicider? Mais est-ce que vous, en tant que parent, vous iriez dire à vos enfants, regardez, tiens, j'ai un livre pour te dire comment faire un nœud et te pendre dans la salle de bain à la patère? Je ne savais même pas que ça pouvait exister, moi. La façon dont ma fille est partie. Je ne savais pas que ça existait. Elle ne l'a pas appris toute seule. On lui a donné. On lui a donné l'arme pour se suicider. Qui accepte ça? Qui accepterait ça? Qui dans cette salle? Et pour autant, alors on va dire, mais il y a de plus en plus d'enfants qui ont le téléphone à 10 ans. Mais pourquoi? Mais parce que les parents n'ont pas conscience de ce qui s'y passe. Et je suis là pour dire, mais prenons conscience de tout ça, arrêtons ça. On est en train de tuer nos enfants, on est en train de tuer une génération. Parce qu'on ne le sait pas. Mais certains, croyez-moi que, et vous le savez tous, les gens de la Silicon Valley et les gens de TikTok le savent parfaitement. Et étonnamment, les personnes qui sont dans ces sociétés, leurs enfants n'ont pas de téléphone. La parole est à Madame Denis. Donc, il y a la première tentative de suicide. Le psy nous renvoie à la maison en nous disant la pression est retombée, rentrez chez vous. Et j'ai géré au mieux. Et là, c'est la descente aux enfers parce que les mutilations sont quasi quotidiennes. Donc, le psychiatre me dit, quoi qu'il en soit, il trouvera la solution pour se scarifier ou pour se donner la mort. Vous n'empêcherez rien. Donc, je mets en place avec l'accord d'Édouard donc des mutilations un peu encadrées. Je récupère ces lames de rasoir. Je dors avec ces lames de rasoir. Et quand ça ne va pas, il me demande ces lames. J'attends derrière la porte de sa chambre. Et il se scarifie avec des chansons qui prônent l'automutilation, le suicide. Lorsqu'il a terminé, il m'appelait. Je rentrais dans la chambre. Je le consolais. Je le désinfectais. Il me dit, maman, tu ne m'empêcheras pas. Si je veux mourir, je sais comment me couper la carotide, je sais où couper. Donc là, je dis à mon mari, on peut plus le laisser, on va le perdre, on n'y arrivera plus. On arrive malgré tout à avoir une place
au centre d'évaluation et d'adolescents que l'on a sur notre hôpital à Toulon. Il y a 10 places pour le Var. Donc, 10 places pour le Var. Et là, le professeur en psychiatrie qui le suit arrive à faire le lien entre les réseaux sociaux et le mal-être de notre fils. Donc, il est hospitalisé, donc plus de téléphone, plus de lien avec les parents. On avait la possibilité d'appeler pour prendre de ses nouvelles, mais on ne l'avait plus en ligne, ça pendant une dizaine de jours, le temps qu'il puisse aller un petit peu mieux et faire redescendre la pression. Donc pendant ce temps, on a pris le téléphone d'Édouard et là, on a vu les contenus auxquels il était confronté de façon quotidienne. Donc ces chansons qui voilà, prônent le suicide, l'automutilation, la vie n'a pas d'importance, la mort n'est que la seule solution pour alléger tes souffrances. Et là, c'est le choc. Et donc la parole est maintenant à Géraldine et Arnaud, les parents de Pénélope. Face à nous, on a un algorithme. Et l'algorithme, il est bien plus fort que nous. Il est plus fort que les parents. Il est plus fort que l'accompagnement qu'on pourrait donner à nos enfants. Cet algorithme, il lui renvoyait jour après jour sa douleur. Voilà. Et il creusait encore de plus en plus le trou dans lequel elle tombait. Et nous, ses parents, on n'a jamais pu contrôler les contenus. Parce que, d'une part, quand un enfant, on l'a abordé tout à l'heure, mais un enfant qui est en souffrance psychologique, si vous lui dites « je vais t'enlever le téléphone », mais vous mettez le feu à la forêt. C'est-à-dire qu'on vivait dans une peur qu'elle se suicide. Elle a fait 4 tentatives. Elle a ingurgité des Doliprane, donc 15 Doliprane, parce qu'elle avait vu des contenus qu'il fallait faire comme ça. Ça a été sa première tentative. Elle est partie avec les pompiers plusieurs fois. Et même dans le camion des pompiers, elle se filmait un peu comme un trophée, en disant je ne suis pas morte, mais voilà. Et ça alimente les réseaux. Ça alimente le TikTok. C'est ça, le TikTok. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Vous êtes tous des parents. C'est ça, le TikTok. Pour vous montrer l'hypocrisie quand même de TikTok, c'est que si vous allez dans vos emojis, vous allez chercher le drapeau de la Suisse, donc une croix blanche sur un fond rouge. C'est le mot dans le langage TikTok pour parler de suicide. Donc là, vous avez toutes les vidéos de suicide qui arrivent. Et là, il n'y a pas de censure. Hein. Pourtant, l'algorithme, il a compris ça. Il a compris qu'on parle de suicide là. L'IA, aujourd'hui, comprend, lit les vidéos. On le sait qu'on parle de suicide. Il n'y a jamais eu ça. Si vous voulez parler de scarification, vous ne tapez pas scarification, vous tapez zèbre. Ah oui, zèbre. Et là, vous avez à vous des vidéos qui arrivent. Vous voulez parler de troubles de l'anorexie, vous tapez hashtag SkinnyTok. Voilà. Donc bon, vous avez un lexique qui est à votre disposition sur Google. Il y a tout un environnement pour que l'enfant soit addict à tout ça. Il rentre dans cette communauté, dans cette spirale néfaste, délétère. Et il est pris au piège. On parle d'addiction. TikTok, c'est un prédateur. Il faut urgemment faire quelque chose. Il faut légiférer, il faut interdire. Il faut condamner financièrement TikTok s'il y a des contenus inappropriés qui sont envoyés à nos enfants mineurs. Voilà, touchez-les au portefeuille. Et interdisez à des enfants de 13 ans de pouvoir y aller. Faites passer des spots à la télé pour mettre en éveil les parents sur les dangers de... Mais prenez des bons exemples. Il y a urgence. Que pensent les médecins de TikTok et des réseaux sociaux en général? Quelles sont les conséquences physiques et psychiques de ce temps passé devant les écrans? En ce qui concerne TikTok, nous souhaitions avec Amine, et il le redira après, vraiment dire que bien sûr, nous savons que votre commission se concentre sur TikTok, mais les réseaux sociaux posent globalement aujourd'hui tous les mêmes problèmes de design non éthique.
et que si TikTok est peut-être particulièrement efficace pour capter et retenir l'attention des usagers, les autres réseaux sociaux massivement employés ne sont pas exemplaires et pas exempts de ces problèmes. Au-delà de la discussion qu'il peut y avoir sur les éventuels bénéfices de l'usage des réseaux sociaux en termes de connexion sociale et de mise en lien les uns avec les autres, de lutte contre l'isolement dans certains endroits et pour certains individus, il nous semble vraiment essentiel d'arriver aux fondamentaux du problème, qui sont la conception, le design de TikTok et des réseaux sociaux, qui étant basé sur l'économie de l'attention, la captation des données, qui vont ensuite être monnayées à des fins de publicité ciblée. Le problème est posé puisque l'objectif sera de maintenir les usagers en ligne le plus longtemps possible, de les faire venir en ligne le plus souvent possible et également de leur faire des achats en ligne, aux microtransactions ou transactions plus importantes. Et c'est là-dessus que repose le modèle économique. Or, nous savons aujourd'hui, sans parler de la santé mentale, mais en parlant ne serait-ce que de la santé physique, en particulier de celle des plus jeunes, les activités sur les réseaux sociaux ou les activités sur écran en général sont source d'activités sédentaires, risquent d'empiéter sur donc sédentarité qui est un facteur de risque cardiovasculaire, favorisant les infarctus du myocarde, les AVC, les maladies des artères des jambes, favorisant aussi le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, qui sont aussi des facteurs de risque cardiovasculaire. Lorsqu'elles empiètent sur les heures de sommeil ou qu'ils interrompent le sommeil parce que certains adolescents mettent des réveils pour participer à certains défis, certains challenges par exemple, cela va donc compromettre la qualité et la quantité du sommeil qui est un fondamental de la santé globale. Et j'ajoute aussi que la dette chronique de sommeil favorise l'anxiété et la dépression. Donc ne serait-ce que par ce biais, encore une fois sans parler des contenus éventuellement mortifères, ils peuvent avoir un effet délétère sur la santé mentale. Est-ce que, particulièrement un zoom sur les professionnels de santé, est-ce que vous pensez qu'ils sont tous suffisamment sensibles au sujet? Et je vous parle de ça parce que la semaine dernière, on a auditionné les familles de victimes, donc de jeunes filles particulièrement, mais pas que, mais qui, pour certaines, se sont donné la mort et donc qui sont devant la justice aujourd'hui pour engager la responsabilité de TikTok dans ce suicide. Et toutes les familles, quasiment, nous disaient qu'en fait, elles avaient, donc leur enfant, avant, dans le cadre de ce processus, avait été suivi par des professionnels de santé, mais qu'ils avaient eu le sentiment en fait que il y avait que c'était l'éléphant au milieu de la pièce TikTok, et qu'en fait personne ne les avait interrogés et n'avait interrogé leur enfant sur le lien qu'ils avaient avec les réseaux sociaux, l'usage qu'ils faisaient de TikTok. En vérité, c'est un monde dans lequel les adultes ne se sont pas toujours ne sont ni invités ni intéressés. Donc là-dessus, je pense que, et puis plus encore lorsqu'on a affaire à des parents qui ont témoigné devant votre commission et qui ont perdu leurs enfants, qui ont fait le lien entre la perte et cet objet qui finalement est un objet de captation et même un objet qui broie nos enfants, qui a broyé leurs enfants. TikTok remplit finalement tous les critères du diable, et tant mieux parce qu'il le porte bien. Il y a la manière avec laquelle ce produit est construit, qui est un algorithme très puissant de captation, disant que TikTok ne se cache pas par rapport aux autres. Finalement, le but ultime, c'est avoir un maximum de jeunes et de moins jeunes, vendre du temps, vendre de l'attention, vendre de la captation. Et puis, il y a à l'intérieur de ce TikTok, aucune éthique, évidemment, n'est convoquée, puisqu'on a des contenus absolument scandaleux, on a des thématiques suicidaires, des thématiques communautaires sordides, on le sait parfaitement. Clairement, c'est la technologie au service du mal, quoi. En gros, c'est un peu ça. La raison pour laquelle les réseaux sociaux ont été développés au départ, dans mon souvenir, Facebook, c'était en effet mettre en lien des étudiants qui avaient perdu contact, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. L'objectif n'est plus du tout de mettre en lien les gens. Ce sont devenus des machines à sous, réellement. Et peut-être que TikTok est particulièrement efficace, c'est qu'il a un modèle de recherche et développement, un fonctionnement de recherche et développement qui est extrêmement investi et extrêmement actif, qui le fait évoluer en permanence en proposant des nouveautés, de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles applications au sein de l'application et une diversification en fait, de l'offre commerciale, clairement c'est ça, permanente, qui en fait un support publicitaire
extrêmement puissant. Et comme les vidéos sont très courtes, font de 10-15 secondes, et souvent elles sont abrégées par ceux qui la visualisent jusqu'à 10 minutes, c'est vraiment le maximum, et je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup de cette longueur-là, on sait très vite, l'algorithme sait très vite proposer des contenus très personnalisés, puisqu'en une minute, on en a déjà vu 10 secondes fois une minute, c'est déjà 6, et puis au bout d'une heure, on en a vu voilà, c'est exponentiel, donc c'est un très très grand nombre de vidéos qui permettent de personnaliser les contenus. J'avais une petite question sur l'âge. Dans le cadre de vos recommandations, vous évoquez l'idée voilà, que les réseaux sociaux ne soient accessibles qu'à partir de 15 ans. Je voulais vous interroger sur les 15 ans. Est-ce que vous ne considérez pas que une espèce de principe de précaution, si on le poussait jusqu'au bout, pourrait nous conduire à aller peut-être un petit peu au-delà, peut-être à l'entrée au lycée à 16 ans. Comment vous vous êtes arrivé à cet âge de 15 ans parmi les familles de victimes qu'on a auditionnées, certaines nous disaient en marge des auditions que 15 ans, finalement, c'était encore un peu fragile, on était encore au cœur de l'adolescence, encore vulnérable, et que peut-être qu'on pourrait imaginer aller au-delà de 15 ans. On a choisi 15 ans, et en mettant pour des réseaux sociaux ETI, c'est pour se caler sur la majorité sexuelle, qui, si je ne dis pas de bêtises, est à cet âge-là, qui donnait la majorité numérique à 15 ans. Donc il y avait une certaine cohérence par rapport à ça. On sait très bien que nous avons une majorité numérique à 15 ans qui existe partout dans le monde. Elle peut parfaitement être applicable. Sur le plan technique, il y a des possibilités. En fait, notre recommandation, elle est écrite dans un monde merveilleux où la vérification de l'âge est efficace, respectueuse de la vie privée, mais aussi de la démocratie, de l'expression, etc., où les réseaux sociaux sont devenus éthiques grâce au DSA et à ses renforcements. C'est pas aujourd'hui, en tout cas. Après les médecins, place aux influenceurs très présents sur les réseaux, avec notamment Hugo Travers, plus connu sous le nom d'Hugo Décrypte, et Anna Baldi, alias Grande Bavardeuse. On est présent en tant que média aujourd'hui sur TikTok. On réalise aujourd'hui des contenus d'actualité avec un traitement journalistique de l'actualité directement sur le réseau social. On produit entre 3 à 10 vidéos par jour, je dirais, en moyenne sur ce réseau social-là. Dans votre audience, quelle était la part? Est-ce que vous arriviez à voir la part des mineurs, peut-être même des très jeunes dans votre audience? Et puis après, une question un petit peu globale, mais sur le rôle de l'algorithme. Comment est-ce que vous voyez ce rôle? Comment est-ce que vous utilisez peut-être vous l'algorithme pour mettre en avant vos contenus? Et est-ce que vous avez le sentiment que cet algorithme de TikTok en particulier, il met davantage en avant des contenus plus problématiques qu'informationnels? La vraie difficulté qu'on a, c'est que quand on accède aux statistiques sur TikTok, la tranche d'âge de mineurs n'est pas indiquée. Donc en fait, on sait qu'on a essentiellement des 18-24 ans qui nous suivent. Après, on a les 25-34 ans qui sont présents. Mais encore une fois, comme je vous le dis, on n'a pas les chiffres sur les mineurs. Donc forcément, ça biaise légèrement les chiffres. On sait forcément qu'on est suivi par des mineurs sur ce réseau social-là, parce qu'on le voit dans les retours, on le voit dans les questions qui sont posées par ceux qui nous suivent. On a beaucoup de questions sur typiquement la question des examens, du bac, du brevet. C'est peut-être l'exemple le plus parlant, et forcément, c'est très souvent des personnes mineures. Et sur ensuite l'évolution des contenus, nous, on est arrivé en 2020 à une période où c'était essentiellement du contenu de divertissement qui était présent. C'était même surtout de la musique ou des challenges, comme c'est appelé, de danse qui étaient présents sur la plateforme. Nous, on s'est dit, et ça a toujours été l'objectif avec mon équipe sur la chaîne, qu'il y avait dans notre mission de rendre l'actualité accessible au plus grand nombre, il y avait un enjeu à être présent sur toutes les plateformes, y compris sur une plateforme qui, propose essentiellement du divertissement au moment où on se lance. On sait qu'il y a certains sujets qui sont jugés plus sensibles par TikTok et qui ne seront pas mis en avant. On a des contenus qu'on publie, sauf qu'ils ne sont jamais réellement publiés. Soit ils restent à 0 vue, soit on voit qu'ils sont en attente, ils ne sont pas publiés. Et les fois où ça arrivé, à notre connaissance, et avec encore une fois aussi le peu d'informations qu'on a sur l'algorithme, on a le sentiment que c'est lié au fait que c'est parfois des sujets sensibles. Et donc, il y a des mots-clés ou il y a des choses qui sont signalées automatiquement par l'algorithme. Et donc, ça peut être sur des sujets de drogue. Alors là, on parle de cigarettes, comme ça peut être sur le sujet du cannabis ou autre. Il y a une forme de modération automatique ou de suppression automatique ou d'invisibilisation automatique de certains contenus. La façon dont on répond à cela aujourd'hui, c'est d'essayer de contourner en quelque sorte ces processus de vérification automatique par l'algorithme pour diffuser certains contenus d'information.
La chose la plus visible ou la plus connue, c'est le fait de ne pas mettre noir sur blanc certains mots. Quand on a fait typiquement un certain nombre de contenus la semaine dernière sur les changements à venir en matière de restrictions sur le droit à fumer dans les espaces publics, etc., on n'a pas mis le mot cigarette tel quel, on a mis soit un astérisque, soit on a changé une lettre pour que le contenu puisse être visible. Dans le débat public, il y a une idée qui est est-ce qu'il faut empêcher les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et quel est votre point de vue sur ce sujet? Je ne suis pas super à l'aise avec l'idée. En fait, c'est pour deux raisons. Déjà, j'ai des questions sur leur pratique et la façon pratique et technique de le faire. Je ne sais pas, mais c'est réellement envisageable. Je ne sais pas si, même si demain on arrive à avoir un système qui fonctionne sur une plateforme, s'il n'y a pas un risque que des personnes aillent sur d'autres plateformes directement. Donc, pour tout un tas de raisons, j'ai du mal à voir la chose d'un point de vue technique. D'un point de vue de principe aussi, je comprends comment on peut voir ça comme une façon de minimiser les risques chez les mineurs. En même temps, j'ai le sentiment que ce serait aussi se détourner d'un sujet plus large. Et quand on parle de la question de la santé mentale ou de l'impact psychologique ou de la question des fausses informations, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est même d'ailleurs parfois, si on parle de la question des fausses informations, encore plus présent chez d'autres tranches d'âge dans certains cas et selon les sujets. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est à titre strictement personnel pas quelque chose qui me paraît forcément le plus efficace. Je ne ferai pas l'éloge de TikTok sans évoquer mes réelles inquiétudes. Je me questionne quant à la propagation d'informations fausses ou simplifiées, sorties de leur contexte, souvent clivantes et détournées pour faire peur. Je m'inquiète du fait que des enfants de 13 ans aient accès à une telle information. Je m'inquiète des bulles algorithmiques qui peuvent nous amener à nous enfoncer dans une spirale de pensée, mauvaise pour nous-mêmes, mauvaise pour les autres. Et puis surtout, dans cette cour de récré virtuelle, je m'inquiète de la totale impunité qui entoure des contenus vidéo et des commentaires relevant d'un racisme qui n'a rien de tacite et d'une misogynie rampante. Voici 3 des commentaires reçus sous une de mes vidéos dans laquelle j'évoque la statistique inquiétante mais vraie, selon laquelle 82% des personnes mises en cause pour des actes violents, d'après l'INSEE, sont des hommes. Certains de ces commentaires étant notamment rédigés par un utilisateur dont le pseudonyme est Missile Pétainiste. T'es un torchon à foutre inculte reste dans le domaine des gorges profondes, réservoir à foutre lobotomisé, et c'est plutôt d'apparaître dans un fait divers le vide-couille du tiers-monde. Ce qui m'inquiète, c'est que ces commentaires ont probablement été écrits par des personnes mineures, c'est que ces commentaires sont probablement écrits tous les jours sous des vidéos de personnes mineures, c'est que ces commentaires sont probablement le témoignage d'une violence ignoble, certes, mais largement inférieure à celle subie par d'autres jeunes femmes dont l'identité pose encore plus problème que la mienne pour ces personnes, des jeunes femmes qui ne sont pas blanches, qui se trouvent à la croisée de toutes les discriminations. Vous essayez quand même de jouer avec cet algorithme pour faire en sorte que vos contenus soient plus visibles, et comment vous le faites? L'algorithme est très opaque, on n'a pas véritablement connaissance de la façon dont il fonctionne. De plus en plus de créateurs de contenu vont tenter de remplacer des buzzwords, c'est-à-dire des mots qui vont être repérés par l'algorithme et provoquer le déréférencement des vidéos. On va tenter de les remplacer par des mots compréhensibles des utilisateurs adeptes de ces plateformes. Par exemple, on ne dira pas un viol, mais on dira un V. Ou on ne dira pas une agression sexuelle, on dira une AS ou une SA. Ce sont des expressions qui sont utilisées pour tenter de ne pas être... je ne sais pas si on peut dire censuré, mais du moins déréférencé sur la plateforme. D'autres influenceurs ont des contenus beaucoup plus controversés, accusés de masculinisme, de misogynie ou encore de sexisme. Comment protéger les mineurs face à de tels propos ? Alex Hitchens, le premier auditionné, va stupéfier l'Assemblée en quittant brutalement l'audition. Nous recevons cet après-midi Monsieur Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu sous le pseudonyme Alex Hitchens. Si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui, et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Okay? Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que
en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Donc, vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi, et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui? Et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu? Est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès? Voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout ça? Intéressant. Donc j'ai commencé en 2021, si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention, c'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Enfin, bref, c'est une plateforme, selon moi, où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez, peut-être que ça a déjà été dit, ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales, et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial. Ce n'est pas comme sur YouTube, où le format est un peu différent. On va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair, et plus ça fonctionne. Oui, vous disiez que vous aviez finalement, si on peut parler de communauté en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence, même si vous ne savez pas le quantifier, des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce qu'on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Contestable, écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Bon, ça peut être aussi des hommes, bien entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, je ne connais pas le nombre exact, eh bien, la vidéo saute, malheureusement. Par exemple, quand vous dites... vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore, la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo, je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver
la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité, j'expliquais qu'il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Oui, C'est le problème de TikTok. à la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis le président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Hitchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter M. Hitchen pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. La réalité aujourd'hui sur TikTok, c'est que vous avez évidemment beaucoup de jeunes qui ont moins de 13 ans, un jeune sur 2 de 11 ans est sur la plateforme TikTok aujourd'hui. Et donc c'est une réalité, et cette réalité, voilà, vous devez y faire face et peut-être réagir d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que nous, ça nous intéresse, pas sous l'angle moral, mais de comprendre voilà, pourquoi vous êtes allé sur TikTok, ça sera ma première question d'ailleurs. Ensuite, comment vous gérez vos contenus, voilà, notamment vis-à-vis de cette communauté qui en partie est une communauté très jeune. Il faut que tout le monde comprenne ici, je fais du contenu pour adultes, mais j'ai 10 ans de télé-réalité derrière. C'est-à-dire que sur les 2 millions de personnes qui me suivent, il n'y a pas 2 millions de personnes qui me suivent par rapport au contenu pour adultes. Il y a des gens qui me suivent pour la télé-réalité, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils adorent mes lives le soir, parce que c'est quelque chose de positif pour eux, on arrive à rigoler, j'arrive à rester dans la bienveillance avec mes abonnés. Et il y a des gens qui me suivent parce que je fais du contenu pour adultes, et je répète, mon contenu pour adultes est uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Donc moi, je me dis, bon, j'arrive à attraper 1,8 million d'abonnés en 1 an et demi. C'est que mon contenu plaît. Évidemment que j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux pas être responsable de tout. On va dans les classes de CM2. Ouais. En fait, moi, je demande toujours quels sont les influenceurs qu'ils connaissent. Et souvent, c'est oh, bah, ils en sortent un palanquet et puis ils disent Adé Laurent, oh, 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 comme ça en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le sentiment, la petite gêne, etc. Enfin voilà, ils savent qu'ils ne seraient pas censés connaître, tout comme ils disent Hitchens ou autre, quoi. Vous voyez, et sans faire de comparaison par ailleurs. Je peux en faire. Non mais moi, si vous voulez, allez-y. Mais vous pouvez faire une distinction entre vous et Hitchens. Mais je vous dis, ça vient dans un ensemble. Voilà, c'est spontané. Je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alex Hitchens juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui, l'acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22 heures, c'est une fille facile. Une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être fait évoluer vos contenus et que vous vous êtes reporté sur d'autres plateformes? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ne renvoyez pas la communauté TikTok vers les autres plateformes? Quand je fais des lives TikTok, donc uniquement pour des majeurs, parce que je le répète, en théorie, mais encore une fois, si un petit de 14 ans contourne la règle, je ne peux pas, je suis désolé, madame la rapporteure, il faut le savoir. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me surresponsabilise dans cette histoire. Dans un magasin, dans une épicerie, il y a de l'alcool qui est vendu. À 2 mètres, il y a des bonbons.
C'est-à-dire qu'un petit de 15 ans n'a pas le droit d'acheter de l'alcool. En revanche, on ne va pas interdire le magasin de vendre de l'alcool. C'est la même chose. Moi, je suis un simple usager de la plateforme qui respecte les règles. En l'occurrence, pour la question de est-ce que je renvoie des gens de TikTok sur d'autres plateformes, TikTok, c'est l'application où j'ai 1,8 million d'abonnés. Donc quand on pose la question, Adé, on peut voir tes films? Adé, t'as un Snap? Adé, t'as un Twitch? Ton YouTube, c'est quoi? Donc de temps en temps, évidemment, pour alimenter mes autres plateformes, je mets des liens où les gens peuvent me retrouver sur Twitch, pour me retrouver sur d'autres plateformes. Et ça, c'est l'essence même d'un influenceur, d'essayer d'être sur toutes les plateformes possibles. Après vos études, si vous trouvez qu'il y a des effets psychologiques sur les mineurs sur TikTok, et qu'il faut par exemple augmenter l'âge d'accessibilité, eh ben je serai le premier à être de votre côté. Mais pour l'instant, quelqu'un de 13 à 18 ans a accès à TikTok. Donc moi, je suis un simple usager qui essaie de respecter les règles de TikTok. Ont-ils conscience des ravages que provoque cette application? Comment protège-t-il les mineurs face aux contenus dangereux? Devant les députés, les représentants de TikTok France défendent leur position. En fait, ce que tout le monde vous demande, vraiment, ce que la société vous demande, c'est pourquoi est-ce que vous ne protégez pas concrètement les mineurs sur cette plateforme? Pourquoi est-ce qu'on a, nous, enfin vraiment, pourquoi est-ce qu'on a des tonnes de mails qu'on reçoit, des témoignages, mais tout le temps dans les écoles, de gamins qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils voient des contenus inappropriés, de scarification. Ma nièce, elle m'a dit, elle ne me demandait pas du tout ça, elle a vu des contenus de scarification, de suicide. Je veux dire, c'est pas acceptable en fait. Et donc, vous n'avez pas une obligation de moyens, vous avez une obligation de résultat. C'est la protection de nos enfants. Et je suis désolée, je m'énerve, mais parce que moi, je trouve ça insupportable, en fait, de se dire « Ah, on met tous les moyens en œuvre, on met en place des outils, on fait vraiment notre maximum, il y a le DSA qui va arriver, et vraiment, on est de bonne volonté. » D'accord, mais enfin, aujourd'hui, voilà, on est au mois de juin 2025, il y a encore des contenus en grande quantité qui sont inacceptables pour les enfants. On vous a expliqué les systèmes d'algorithmes, hein. Il y a des systèmes de dispersion, de variété, de contrôle, etc. On œuvre et on continue ensuite à travailler sur une évolution et que les algorithmes soient meilleurs. Et en plus, on a des modérations de contenu et on continue à travailler. Alors maintenant, je sais que la réponse du DSA et des lignes directrices au niveau européen, visiblement, ne répondent pas aux attentes. Néanmoins, le cadre, il existe aujourd'hui et on contribue à œuvrer dans ce sens pour la protection des mineurs. Mais est-ce que ça vous touche quand même un peu, les témoignages qu'on reçoit? Enfin, je suppose que vous en avez vu passer aussi dans la presse. C'est quand même assez glaçant, enfin, ce que nous décrivent ces jeunes. Je suis humaine. Pour ma part, je n'ai pas d'enfant, mais évidemment que je suis touchée. On peut être que touché par des drames, bien évidemment. Est-ce que vous ne dites pas que c'est des drames évitables, que c'est des suicides évitables, enfin, que c'est des jeunes... Enfin, moi, je me souviens de cette maman qui nous a raconté dans une audition que son fils se scarifiait derrière la porte et que elle attendait, elle ouvrait les armoires pour aller chercher les lames de rasoir, elle les filait à son fils, elle attendait, et que en fait, voilà, elle n'arrivait pas à le priver de TikTok, et il était obsédé par ça, elle n'arrivait pas à le contrôler, que c'était plus fort que lui. Enfin, ça, je veux dire, vous pouvez agir pour ça. Vous pourriez. On continue à agir. Il y a certains mots, comme vous le savez, comme suicide, qui sont interdits dans le moteur de recherche. Beaucoup de vidéos sont évidemment... ces vidéos sont retirées. On a une politique très précise dans nos règles communautaires. Et en plus, vous savez bien qu'il y a certains éléments sur lesquels je ne peux pas prononcer parce qu'il y a eu une procédure en cours en France. Là, ce que j'évoque, c'est pas forcément que dans la procédure. Ces jeunes qui se scarifient, enfin moi j'ai rencontré des parents de jeunes qui se scarifient parce que sur TikTok, et les parents ils disent TikTok, hein, ils disent pas Insta, ils disent pas, voilà, ils disent TikTok. Donc voilà, c'est votre application pour le coup qui est mise en cause sur ce sujet-là. Si le contrôle parental est activé, le mot de passe est renouvelé chaque jour. Et donc seul le parent peut permettre d'aller au-delà des 60 minutes. Si le contrôle parental n'est pas activé,
l'enfant a la possibilité de prolonger cette expérience. Il aura un deuxième rappel après 100 minutes passées sur la plateforme. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un enfant tout seul est capable de se dire « Tiens, je vais activer un certain nombre de dispositifs que vous avez mis en place pour m'empêcher d'aller longtemps sur la plateforme ?» Vous avez probablement des enfants, peut-être que... Elles sont grandes. Mais je pense que, alors je laisserai Marie compléter, mais le 60 minutes, en fait, il a, et encore une fois, c'est une question de posture. Est-ce qu'on interdit ou est-ce qu'on accompagne et on éduque à l'usage? Moi, personnellement, mais encore une fois, ça n'a ni valeur d'étude, ni c'est très intéressant, mais je pense qu'on a un enjeu à toujours mieux communiquer ces fonctionnalités, ces outils. L'outil de contrôle parental, il est extrêmement simple, il est extrêmement facile à utiliser. Donc, il y a un enjeu, effectivement, de le faire connaître et d'encourager, effectivement, toutes les familles à l'utiliser. Il y a quelques années, le patron de Netflix expliquait, c'est une citation, « Nous sommes en compétition avec le sommeil et nous sommes en train de gagner ». Et je mets ça en lien avec des témoignages que je vous ai déjà évoqués, mais un autre qu'on a sous les yeux d'un enfant qui est désormais au lycée et qui nous explique tout le cheminement et tout ce qui s'est passé avec son usage de TikTok lorsqu'elle était au collège. Et elle explique qu'en fait, j'ai ressenti une sorte de désintérêt général pour tout ce qui ne relevait pas de TikTok, troubles de sommeil, troubles du sommeil, fatigue chronique. L'utilisation de TikTok a également eu un impact majeur sur mon sommeil. Malgré les consignes de mes parents de ne plus utiliser mon téléphone après 21h, j'avais beaucoup de mal à résister. Je me disais toujours juste une vidéo de plus et je me retrouvais à regarder l'application jusqu'à 1h ou 2h du matin. Cette privation de sommeil se répercutait directement sur ma journée. J'étais fatiguée en cours, j'avais du mal à me concentrer, j'étais souvent irritable. Mes résultats scolaires ont commencé à baisser significativement. Je ne me permettrai pas de faire un commentaire sur les troubles du sommeil parce que je ne suis absolument pas en compétence, en capacité de vous donner un avis sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai le sentiment que, encore une fois, c'est un sujet sectoriel, c'est un sujet de consommation digitale au sens large qui n'est pas spécifique à TikTok et on a pour habitude de se conformer à la loi. Donc, encore une fois, si la loi évolue, on s'y adaptera. Et effectivement, il y a des contrôles parentaux qui se font au niveau du téléphone et qui sont aussi au niveau de l'application. Et il y a les deux. Donc, je pense que collectivement, on va œuvrer à ce que les choses aillent dans le bon sens. Enfin, cet algorithme-là pose un vrai sujet parce que finalement, quand on vous entend et quand on va sur TikTok, ce qui fonctionne avec l'algorithme, ça n'est pas nos intentions profondes, c'est ce qui capte notre attention. Et c'est quand même une différence majeure. C'est-à-dire, je me promène, pour reprendre la métaphore de la voiture, je roule sur l'autoroute, il y a un accident qui s'est produit. Je vais regarder comme n'importe qui, qu'on soit enfant ou adulte, parce qu'en fait, notre curiosité sur le moment nous pousse à regarder. Ça n'est pas du tout mon intention profonde. Je ne suis pas intéressée par voir un accident. En revanche, mon attention va être captée parce qu'il y a un carambolage et parce que je vais regarder. Et donc, l'algorithme tient compte de ça, il ne tient pas compte de notre véritable intention. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet évident sur cet algorithme qui pousse en effet peut-être certains à être entourés de contenus qu'ils aiment, mais qui pousse aussi beaucoup d'autres à être finalement pris dans une boucle de contenus qu'ils n'apprécient finalement pas au fond et qui peut nuire à leur santé mentale puisque c'est le cœur de notre sujet. Je vous remercie pour votre question et c'est une question clé justement que la Commission européenne est en train de regarder dans le cadre des enquêtes en cours. La question des systèmes de recommandation est une question relativement nouvelle. Hein. On est sur un point où les algorithmes, et c'est de l'intelligence artificielle, cela a une évolution assez rapide. Donc nous, on a vraiment une politique de transparence, comme je vous ai expliqué, de ces systèmes de recommandation. Et aussi, alors à la fois, l'utilisateur peut ne pas avoir de personnalisation du tout. Donc c'est un fil très générique avec du contenu général. Hein. Donc ça va être sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc on a parlé de Roland-Garros, du Festival de Cannes, ça peut être la fête de la musique aussi. Par contre, si on veut vraiment personnaliser son flux, on peut le réactualiser, par exemple. Donc, si je vois des choses qui sont, par exemple, beaucoup de tennis, je veux regarder autre chose à un moment donné, je retape sur une fonction, c'est réinitialiser son flux, et ça réinitialise, en fait, l'algorithme.
Vous avez parlé de cette notion d'avoir du contenu répétitif. On a des systèmes de dispersion précis. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de nos systèmes de dispersion, mais il y a des systèmes de dispersion qui existent pour que, effectivement, on ne voit pas le même contenu à répétition et qu'on ne tombe pas dans cette bulle, et spécifiquement pour, justement, les personnes en dessous de 18 ans. Les influenceurs qu'on a pu auditionner de manière générale, que ce soit cette semaine parce qu'il nous avait été signalé comme problématique, ou la semaine précédente parce qu'on pensait qu'il produisait un contenu de qualité pédagogique, etc., nous ont tous dit la même chose. Pour performer, il faut être clash, il faut être hyper dans la recherche du choc dès les premières secondes pour capter l'attention. Est-ce que vous ne croyez pas là qu'il y a un problème intrinsèque à la construction de l'algorithme qui va valoriser la radicalité au détriment de la raison, de la culture, de l'émancipation, on va dire. C'est plus quelque chose qui va viser à capter l'émotion plutôt que la raison. Alors, je vais me permettre un pas de côté. Vous allez peut-être me dire que je suis complètement hors sujet, vous aurez le droit. Je n'hésiterai pas à vous couper alors. Mais j'ai travaillé dans l'industrie du cinéma auparavant et je travaillais sur des bandes annonces de films. Et on avait le même enjeu de créer de l'intérêt. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement faire découvrir la bande-annonce d'un film, il faut que l'histoire que vous racontiez, elle tienne debout et qu'elle soit intéressante. Si vous êtes super ennuyeux sur les 3 premières secondes, vous n'avez aucune chance d'être vu. Ces gens vont fabriquer du drama parce que ça fait de la vue, parce que derrière, il y a aussi un modèle qui va fonctionner. Vous avez aussi Brut qui a 12 millions d'abonnés aujourd'hui et qui fait des cartons d'audience parce qu'il raconte ce qui se passe dans la société. Hugo Décrypte, que vous avez interrogé, qui a 7 millions d'abonnés et ses contenus sont hyper intéressants, éducatifs, éclairants et qui cartonnent sur la plateforme. Donc je dirais que je vais reprendre l'exemple effectivement de notre directeur créatif qui accompagne les marques sur la création des formats publicitaires, et globalement il dit effectivement il faut entre guillemets faire son intéressant, il faut être intéressant, il faut avoir une histoire à raconter. C'est la fin de ce grand débat consacré à TikTok et à ses effets psychologiques sur les mineurs. Les députés présenteront les conclusions de leur rapport ainsi que leurs recommandations en septembre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur LCP.